Hello les gens, bienvenue sur la chaîne pour la première critique ciné, et ce sera Vice Versa 2. Vice Versa, j'ai un petit lien un peu spécial avec Vice Versa parce que la première fois que je l'ai vu, je trouve qu'il y avait un petit peu un problème de rythme. J'avais un petit peu de mal, même si j'avais adoré l'univers, comme d'habitude avec Pixar. Et quand je l'ai revu, c'est devenu peut-être un de mes Pixar préférés, voire peut-être mon Pixar préféré. Il y a quand même les Toy Story 3, ce genre de trucs. Je vais commencer par parler de la salle de ciné. Comment était ma séance ? En fait, j'étais dans la première séance du mercredi, donc il y avait pas mal d'enfants, même certains enfants qui connaissaient, j'ai l'impression qu'ils connaissaient par cœur le premier film. Il y avait même une petite gamine qui chantait la chanson au début, là, le... elle chantait ça un petit peu au début, donc ça prouve qu'elle l'a saucé, quoi, le premier. Mais j'ai aussi eu un problème avec l'âge des enfants, pas parce qu'ils ont cassé les couilles, tout ça, non. C'est parce que, en fait, je sais pas si le film leur était vraiment destiné. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'enfants de plus de 10 ans, allez, max 11 ans, alors que ça a l'air d'être un film qui est plus adapté pour, 10, 14, même un peu plus tard, ça peut être intéressant. Et je pense que les enfants, ils ont pas compris la moitié de ce qui se passait. La preuve, il n'y a même pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de rire, il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de machin. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas spécialement compris le film. Du coup, de quoi ça parle, Vice Versa 2 ? Du coup, on suit toujours Riley, donc 2 ans après, je crois qu'elle a 13 ans dans le film. Donc aujourd'hui elle est un peu plus ado, elle vit toujours à San Francisco avec ses parents, mais là maintenant elle a réussi à se faire des amis, à avoir ses petites habitudes, et elle est toujours très forte en hockey, et comme elle est douée au hockey, elle se fait repérer un peu par la coach des classes supérieures, et donc elle va pouvoir aller dans un stage de hockey avec des filles plus âgées, et ses amis du coup. Bon, évidemment, ça se passe pas comme prévu, parce que, comme un petit peu teasé dans le premier film, la puberté va arriver. Il y avait le gros bouton puberté dans le premier film, et là, c'est revenu. Et en plus, elle va apprendre une autre nouvelle qui va un petit peu la braquer et qui va la faire réfléchir à beaucoup de choses. Et du coup, la vie aussi de ses émotions, ce qu'elle a dans sa tête, là, du coup, peur, dégoût, joie et tristesse, ils vont se faire rejoindre par anxiété, ennui, embarras et envie. Et évidemment, il y aura un lien entre ce qui passe avec ses émotions et ce qui se passe dans la vie de Riley. Alors bon, qu'est-ce que j'ai pensé en bref du film ? Alors, j'ai vraiment apprécié. C'est un film que j'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'il est même un peu mieux rythmé que le premier. Et, comme je disais au début, ça a un peu plus d'intérêt. On va un petit peu plus loin et je trouve que les problèmes intérieurs de Riley sont pas faits que pour les enfants et pour l'adolescence. Ça marche aussi pour les adultes. Ouais, parce qu'il y a toujours des adultes qui agissent un peu comme des ados et qui essayent de faire passer des vessies pour des lanternes. Parce que c'est vraiment le truc typique, on va dire, que les adolescents ils font. Ils renient un petit peu ce qu'ils aiment juste pour plaire aux autres en quelque sorte, et c'est des trucs qu'on a plus ou moins fait. Moi je sais que j'ai fait ça. Moi par exemple quand j'étais au collège, j'assumais pas de dire que j'aimais les Disney, j'assumais pas de dire que je regardais Pokémon. Dans mon cercle ultra privé avec tous mes potes, machin et tout, on en parlait mais à balle. Mais dès qu'il fallait être devant les gens, on parlait pas de ces trucs-là. Bon, c'est un petit peu révolu ça, parce que maintenant regarder des animés, tout ça, c'est admis. Mais avant, si tu lisais des mangas et des machins, c'était pas un truc ultra hype non plus, quoi. Et ça, c'est un truc qui est vraiment bien retranscrit par le film. Il y a plein de petits points comme ça qui touchent ultra juste sur la réalité. Par exemple, quand t'es gamin, tu sais pas trop où mettre tes mains pour être classe quand tu marches, ce genre de truc. Ça, on en parle un peu et c'est super intéressant parce que c'est des questions que beaucoup se sont posées, quoi. Et en plus, comme on parle d'anxiété, ça parle aussi de l'insomnie, le côté imaginaire qui se réveille la nuit plutôt que de dormir, et on cogite et on fait n'importe quoi. Ça, c'est pas que pour les ados, hein, c'est aussi pour les adultes, hein. Je connais bien ça. Et ce qu'on remarque assez rapidement dans le film, et je pense que c'est pour le meilleur, c'est qu'on se concentre beaucoup plus sur Riley cette fois. Même ce qu'elle fait dans sa vie est beaucoup plus intéressant, enfin beaucoup plus stressant, beaucoup plus hypant pour le spectateur que ce qu'elle faisait dans le premier, puisque c'était plus concentré sur ses émotions, ce qu'elle avait dans la tête. Là, il y a un bon équilibre entre les émotions et Riley elle-même. Ouais, comme on parle des émotions, comme c'est des personnages à part entière, on va parler un peu des personnages. Alors, ça a pas vraiment beaucoup évolué. Joie a appris un petit peu de ses erreurs du premier, et du coup, elle travaille un peu plus en équipe, un peu plus en binôme avec Tristesse, justement, un peu plus avec elle, et ça tourne toujours bien. On a toujours ce grand univers qui fonctionne hyper bien. On ajoute 2-3 trucs qui sont intéressants et qui sont même moteurs du scénario, et les personnages sont toujours
très attachant, très juste, même si on peut pas aller trop loin parce que ça reste quand même des archétypes. Après, archétype joie est pas toujours joyeuse, tristesse c'est pas toujours triste, mais il y a un côté où ils sont obligés, ils ont une fonction et ils sont obligés de tenir cette fonction-là. Et les nouvelles émotions, elles ont aussi un peu ce côté-là, mais on va dire que anxiété, elle prend le pas un petit peu sur tout le monde, c'est un petit peu le deuxième personnage principal du truc. Et c'est ça et c'est aussi intéressant, c'est que pour les enfants et pour les adultes, le personnage d'anxiété est un peu différent. Ça se voit qu'ils ont mis un design un petit peu flippant, un petit peu monstrueux pour qu'elle soit le grand méchant pour les enfants, mais pour les adultes c'est beaucoup plus nuancé que ça, et je pense pour les ados aussi c'est beaucoup plus nuancé que ça. Bien designé, très très bien doublé, oui je l'ai vu en français, moi je regarde les films d'animation en français, moi, vous pouvez me tabasser dans les commentaires, je m'en fous, moi je regarde en français les films d'animation, les films live en général, plutôt de la VO. Et du coup, ouais, le casting français, il est énorme. Bah déjà, la nouvelle Anxiété, là, bah, elle est doublée par Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau, qui est hyper connue pour plein de trucs, Laboratoire de Dexter. Elle a joué aussi dans une série avec Virginie Efira, que j'adore, Off Prime. Elle joue la sœur de Virginie Efira. Bon, moi j'aime bien, mais je comprends que ce soit un petit peu vieillot pour certains. Elle fait aussi Vanellope, elle fait plein de trucs stylés. Bon, Charlotte Lebon, elle a toujours le bon ton, quoi. Charlotte Lebon. Et elle est aussi bonne que dans le premier, voire un petit peu meilleure, mais là où il y a une différence de doublage, c'est vraiment pour Colère et Peur, qui sont joués par Gilles Lelouch et Pierre Ninet, et eux, justement, on voit qu'ils ont gagné de l'expérience dans le doublage entre les deux films, je crois il y a presque 10 ans, je sais plus de quand il date, 2012, 2014, et on voit qu'il joue un peu plus dans la finesse. Pierre Ninet, il est moins excentrique, il l'est quand il y a besoin de monter dans les tons et aller très loin, il le fait très très bien, mais il n'est pas toujours sur ce niveau-là. Pareil pour Gilles Lelouch, il est un petit peu plus naturel dans sa voix, il est moins obligé de faire... Ça marche très très bien. Et il y a aussi Adèle Exarchopoulos qui joue l'ennui, et il me semble qu'elle le joue aussi dans la version américaine. Donc elle a fait de la création de voix pour la version américaine. La création de voix, en fait, c'est que quand on fait un dessin animé aux États-Unis, quand on crée un dessin animé de toute pièce, on fait les voix avant de faire le dessin. Du coup, elle a fait ça dans ce sens-là, et elle a aussi fait son doublage en français. Donc elle a fait un petit peu les deux trucs, c'est plutôt intéressant pour elle, et c'est intéressant pour nous aussi. Et en parlant des voix, le mixage sonore, tout ce qui est... voix sur le côté, à l'arrière et tout, c'est hyper bien fait parce que, bah, par exemple, quand on est dans le cerveau de Riley et que quelqu'un lui parle de l'extérieur, on entend sur les côtés la voix. Pourquoi ? Parce que bah, le son arrive des oreilles en premier, et du coup c'est comme c'est ça qui capte en premier le son, bah nous on l'entend sur les côtés, et c'est plutôt malin, c'est simple, mais c'est plutôt malin, c'est un petit peu ça, c'est toujours plein de petits détails Pixar, et ça marche très très bien. Bon, en ce qui concerne le visuel, bon, est-ce qu'on a déjà été déçu par un Pixar en visuel ? Déjà, le 1 était magnifique, avec plein de petites lumières, Je l'ai revu il y a pas longtemps, là, sur un écran OLED, mais qu'est-ce que c'est beau, putain. Bah, c'est toujours aussi beau, c'est un tout petit peu plus beau, mais il n'y a pas un gros gap. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a différents styles d'animation. En fait, tout à l'heure, on parlait un petit peu des personnages oubliés, enfin des choses qu'on renie dans notre adolescence, et ben Riley, elle a une partie un petit peu comme ça, une partie reniée, et dans cette partie-là, il y a des personnages qui sont animés un peu différemment, parce que c'est des trucs qui sont venus d'autres médias. Il y a un mec de jeux vidéo qui est extraordinaire, c'est une sorte de truc de Fire Emblem, avec les cheveux longs, machin, avec une voix super classe, et des discours de ouf, mais le mec, il est en 3D de l'époque, donc il est pas totalement net, et il a des contours un petit peu baveux, et c'est hyper bien fait, et même quand il se déplace, il est ultra rigide, c'est hyper marrant, et il y a un peu pareil avec un faux Dora l'exploratrice qui est animé totalement différemment du reste, et ça rentre bien dans le truc, et comme c'est un truc de l'imagination et tout, bah ça fait pas tâche du tout, quoi. Et je vais pas vous spoiler, mais... Si, en fait, j'ai menti, je vais vous spoiler. En termes de morale, c'est plutôt bien foutu. Il y a pas mal de trucs sur la croyance, sur des certitudes qu'on se crée, qu'elles soient vraies ou fausses, et est-ce que c'est immuable, est-ce qu'on peut changer les choses. Et ça parle aussi de toute croyance basée uniquement sur l'anxiété. Ça peut être dangereux, quoi. Le truc qui me gêne le plus, c'est que la construction du récit est exactement la même que dans le premier. Donc c'est presque un remake, suite, un peu le premier en plus grand, quoi.
Parce que ça commence, on présente le contexte, les émotions qui sont présentes, blablabla. Après, il y a un élément déclencheur qui vient perturber les émotions qui sont en place. Dans le 1, c'est le déménagement. Dans le 2, c'est la puberté. Et les persos qui d'habitude sont en place, bah, ils se font éjecter hors du centre de contrôle. Et du coup, bah, ceux qui ont pris la main, ils font à leur sauce. Et du coup, ça fout un petit peu la merde. Autant pour ceux qui sont en train de faire leur road trip là dans la tête de Riley, que pour Riley. Ensuite, Joie apprend quelque chose. Dans le 1, elle apprend que toutes les émotions sont utiles. Et du coup, bah, il crée un hybride avec tristesse. Et dans le 2... elle apprend que toutes les émotions sont utiles et elle crée un hybride entre les anciennes émotions et les nouvelles émotions. Et du coup, par rapport au 1, on est sur quelque chose qui peut être, en termes d'intérêt pour un adulte, tout est plus intéressant parce que c'est des trucs qui nous touchent même nous, c'est pas que l'adolescence, ça touche aussi les adultes. Pour les enfants, c'est un petit peu moins accessible en vrai. Donc si vous avez des enfants de moins de 10 ans et tout, je vous conseille pas, je vous conseille d'attendre un petit peu, comme ça ils comprendront vraiment ce qui se passe. Bon bah du coup, bah je crois que j'ai plus rien à dire, je vous conseille vraiment d'aller voir le film si vous l'avez pas encore vu. Bah du coup, bah d'ici la prochaine, restez passionnés et je vous dis à bientôt.